Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette troisième et dernière vidéo de type théorique du tutoriel complet sur le programme iSprite. Bravo à tous ceux qui suivent et apprennent tout depuis le début. Je vais vous demander encore un tout petit peu de patience et de volonté puisqu'aujourd'hui nous avons un programme qui va être tout aussi chargé que la dernière fois. Nous allons nous concentrer sur l'animation dans iSprite ainsi que les dernières options que nous n'avons pas encore vues. Nous verrons cela en 5 parties. La chronologie, les calques, les frames et les cells, exporter ces documents dans iSprite, et enfin, les tout derniers tips que j'aurai à vous donner. Après cette vidéo, vous pourrez donc dire fièrement que vous maîtrisez ce programme et vos créations ne seront plus limitées que par votre imagination. Alors attention, c'est parti! Dans la première vidéo, je vous ai dit que nous avions ici ce que nous appelons les calques, les cells et les frames, mais sans vraiment vous expliquer de quoi il s'agissait. Donc aujourd'hui, je me rattrape. Les calques font référence à ces lignes entières ainsi qu'à l'ensemble des cells qu'ils ont comprises dans cette ligne. Les frames sont les différentes images qui vont venir composer une animation, qui vont être ici du coup numérotées 1, 2, 3, 4, etc. Et les cells vont être les images spécifiques qui se trouvent à l'intersection d'un calque et d'une frame. Donc dans beaucoup de cas, ces mots sont interchangeables, comme par exemple dans la dernière vidéo, vous avez sûrement beaucoup remarqué que j'alterne un petit peu entre les mots canvas, sprite, calque, et c'est que souvent ces mots font désigner le même espace dans le sprite editor, qui est en fait cet espace-ci. Mais dans certains cas, on va utiliser ces mots de manière un peu plus précise et il est donc important de savoir à quoi chaque mot se réfère. Donc ici, dans la chronologie, vous pouvez faire en sorte qu'un calque soit visible ou pas, ou tous les rendre invisibles à l'aide de ces petits boutons-ci. Ici, vous pourrez verrouiller les calques et ainsi rendre impossible l'édition des cells. Et ici, vous avez la possibilité de lier ou délier les cells. Quelle est la différence entre des cells liés et des cells non liés? Si vous venez effectuer un changement sur une cell liée, vous remarquerez que le changement se réplique sur toutes les frames. Tandis que si vous venez éditer des cells qui sont non liés, dans ce cas-là, vous remarquerez que le changement ne se réplique pas sur les autres frames. Vous retrouvez ici les options de la timeline. Donc tout d'abord, ce que vous allez pouvoir faire avec, ça va être modifier sa position en la plaçant sur la droite, sur la gauche ou en bas. Donc ce mode serait plutôt recommandé si vous vouliez vous concentrer sur les calques et le mode en bas plutôt recommandé si vous vouliez vous concentrer sur les frames. Vous pouvez aussi changer le numéro de la first frame si vous le désirez et venir mettre un 0 ici par exemple. Et comme vous le voyez ici, le numéro change. Vous pouvez aussi montrer des aperçus du contenu dans la chronologie en venant cliquer sur le mot thumbnail juste ici. Vous pouvez changer la taille du thumbnail en faisant un cliquer-glisser avec votre souris dans cette barre. Et enfin, vous avez ici des options qui vont venir modifier l'apparence des onion skins. Les onion skins sont des aperçus des frames précédentes et suivantes qui aident à dessiner la frame du milieu lorsque l'on anime son sprite. Le dernier bouton de la ligne qui se trouve juste ici nous permet justement de les activer ou de les désactiver. Comme vous pouvez le voir, nous apercevons maintenant ici en gris les éléments qui se retrouvent sur le sprite suivant et sur le sprite précédent. Les options qui sont ici vont donc nous aider à changer l'aspect de ce que nous voyons sur la preview. Le Red and Blue Tint, comme vous le voyez, va venir colorier l'aperçu du sprite précédent en rouge et l'aperçu du sprite suivant en bleu. Avec opacité, nous réglons l'opacité de l'aperçu. Vous pourrez utiliser cette option lorsque vos frames seront classifiés dans des tags. Nous allons expliquer ce qu'est un tag dans quelques minutes. Et voilà à peu près tout ce que nous pouvons faire avec la chronologie. Nous allons donc tout de suite enchaîner avec les calques. Comme je vous le disais précédemment, les calques font référence à ces lignes et il est indispensable de bien s'en servir et de toujours garder votre projet bien organisé, sinon je vous garantis que vous en mordrez les doigts par la suite. Il faut donc que vous compreniez bien comment les manipuler. Tout d'abord, il faut savoir que les calques sont visibles par ordre décroissant, c'est-à-dire que c'est le calque qui se retrouve le plus haut qui va s'afficher au-dessus de tout le reste sur le sprite. Vous pouvez les renommer en faisant un double clic sur le nom, ce qui va ouvrir, comme vous le voyez, les propriétés du calque. Vous avez aussi ici la possibilité de changer le mode de couleur du calque, ainsi que son opacité d'ailleurs. Vous pouvez aussi accéder les propriétés d'un calque en faisant un clic droit dessus, puis Properties, ou aussi depuis le menu Layer, Properties. Si vous voulez déplacer un ou plusieurs calques, il suffit tout d'abord de cliquer dessus pour le sélectionner, ensuite de venir placer le curseur au bord ici, et lorsque vous apercevrez cette icône avec la croix, ça voudra dire que vous pouvez cliquer et faire glisser, et comme vous le voyez, j'ai pu déplacer mon calque en dessous de celui-là.
Notez que si vous faites cette action en maintenant soit la touche Alt, soit la touche CTRL enfoncée, vous allez automatiquement dupliquer votre calque. Vous pouvez aussi les dupliquer via le clic droit Duplicate ou via le menu Layer Duplicate. Vous pouvez grouper plusieurs calques ensemble en les sélectionnant et en faisant clic droit New Group ou encore une fois via le menu Layer New Group. Il semble par contre qu'il n'y ait pas de menu Ungroup, donc si jamais vous vouliez sortir vos calques du groupe, il faudrait les sélectionner et les faire glisser manuellement comme ceci. Dans le menu Layers, nous pouvons exécuter certaines actions que je vous ai déjà montrées au préalable, c'est-à-dire dire si le calque est visible ou pas, verrouiller les calques ou ouvrir un groupe. Ensuite, si nous regardons dans New, vous pouvez voir que vous avez déjà quelques nouvelles actions qui sont un petit peu plus intéressantes. Vous avez la possibilité de créer un nouveau calque en passant par ici, ou sinon je vous conseille vraiment de retenir le raccourci clavier Shift N. Ensuite, ces deux options que nous avons ici vont vous permettre de créer un nouveau calque via copier ou couper si vous aviez sélectionné une aire sur le sprite au préalable. Et un calque de référence. Donc vous vous demandez sûrement ce qu'est un calque de référence. Eh bien, pour vous répondre, nous allons en ouvrir un ensemble et regarder un petit peu les différentes caractéristiques que ce type de calque peut avoir. Voilà, donc je viens de sélectionner un sprite pour ouvrir une image de référence et comme vous pouvez le voir déjà, la première différence que nous remarquons, c'est que le nom du calque de référence est barré au milieu. Donc comme ça, visuellement, vous pouvez distinguer directement la différence entre un calque de référence et un calque normal. Tout d'abord, vous remarquerez qu'il m'est impossible d'interagir avec le calque bien qu'il ne soit pas verrouillé. Ensuite, si vous essayez de copier une partie du calque par exemple, eh bien sachez que ça ne fonctionnera pas non plus. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est venir bouger votre image de référence avec le Move Tool. Vous pouvez utiliser l'éprouvette pour venir prélever les couleurs, que ce soit pour le premier ou l'arrière-plan. Continuons donc notre exploration du menu Layers. Donc vous pouvez supprimer un ou plusieurs calques par ici, sinon sachez que la touche Delete fonctionne aussi très bien. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons aussi deux options qui sont assez intéressantes. Donc vous pouvez créer un background layer ou calque d'arrière-plan. Voici une petite explication sur les calques d'arrière-plan. Alors voici un calque d'arrière-plan. Donc la première caractéristique du calque d'arrière-plan va être qu'il doit être entièrement rempli de couleurs 100% opaques, c'est-à-dire avec la valeur de l'alpha au maximum. Ensuite, il faut savoir qu'il ne peut pas être déplacé avec le Move Tool. Par contre, à la différence du Reference Layer, vous pouvez peindre dessus tant que c'est avec des couleurs opaques bien sûr. Sachez qu'il ne peut y avoir qu'un seul calque de ce type par document, et il est toujours présent tout en bas de la chronologie, donc juste ici. Et si vous essayez de supprimer une partie de ce calque via la sélection, tout ce qui va se passer, c'est que la couleur d'arrière-plan va venir remplir la zone. Quelque chose à savoir, si vous créez un nouveau document avec une couleur de fond, vous allez voir que par défaut, vous avez un background qui est créé. C'est aussi valable si vous ouvrez un document qui ne contient aucun pixel transparent. Sachez aussi que les calques dits normaux avec lesquels nous travaillons la majorité du temps avec des pixels transparents dessus sont appelés calques transparents dans iSprite. Alors la dernière chose que nous avons à voir sur le sujet, c'est qu'il est possible de fusionner deux ou plusieurs calques avec les options Merge Down, Flatten et Flatten Visible. Merge Down ne va agir que sur un seul calque qui sera soit le calque sélectionné, soit celui qui va se retrouver tout en bas de votre sélection si vous en avez sélectionné plusieurs, comme ceci. Flatten va vous laisser fusionner plus de deux calques ensemble, comme cela. Et enfin, Flatten Visible va automatiquement fusionner tous les calques réglés sur Visible dans la chronologie, et ce qu'il y ait du contenu dessus ou pas. Nous avons enfin fini cette partie sur les calques, donc nous enchaînons tout de suite avec les frames et les cells. Nous allons voir les frames et les cells ensemble car comme vous allez le remarquer, certaines options sont groupées ensemble. Lorsque vous créez un nouveau calque ou une nouvelle frame, vous remarquerez que automatiquement vous avez des nouvelles cells qui viennent se créer. Vous pouvez créer deux types de frames. Des frames qui vont être remplis avec le contenu des cells qui vont se retrouver sur la frame précédente. Donc vous pouvez faire ça avec ce petit bouton plus, avec le raccourci clavier Alt-N ou via le menu Frame New Frame. Vous remarquerez ici la possibilité de créer une nouvelle frame qui va être vide, ce que vous pouvez aussi faire avec le raccourci clavier Alt+B. Vous pouvez déplacer les frames de la même manière que les calques en sélectionnant d'abord puis en venant placer le curseur sur le bord de l'aire sélectionnée. Vous pouvez ensuite faire glisser et venir placer la frame là où vous le souhaitez.
Donc cela vaut pour les frames, mais cela vaut aussi pour les cells. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous gardez la touche Alt ou CTRL enfoncée pendant que vous effectuez votre action, vous verrez que vous êtes en train de dupliquer votre frame ou votre cell. En parlant de dupliquer, vous pouvez dupliquer une ou plusieurs cells liées ou pas avec le menu Frame, Duplicate Cells ou Duplicate Link Cells, juste ici. Finalement, il est aussi bon de savoir que vous pouvez aussi passer par ici pour supprimer une frame en trop si vous avez oublié le raccourci clavier Alt plus C. Venir sélectionner la frame et appuyer sur la touche Delete fonctionne aussi. Vous pouvez ouvrir les propriétés des frames de 3 manières différentes. Vous pouvez venir cliquer droit dessus Frame Properties, via le menu Frame, Frame Properties, ou avec le raccourci clavier P. Ici, comme vous pouvez le voir, vous pouvez venir modifier le temps individuel d'une frame, c'est-à-dire le temps où elle va être visible avant de passer à la frame suivante lorsque vous jouez votre animation. Si vous voulez modifier le temps de l'ensemble des frames, dans ce cas-là, il faudra aller sous Frame Constant Frame Rate. La valeur que vous entrerez ici va affecter toutes les frames comme vous le voyez ici. Enfin, vous pouvez accéder les propriétés d'une cells soit via clic droit Cell Properties ou sinon directement via le menu Frame Cell Properties. La seule propriété d'une cell est son opacité qui va toujours être une valeur comprise entre 0 et 255. Arrêtons-nous sur les tags une petite minute. Comprendre leur utilité va vous permettre d'éviter de créer plusieurs documents alors que vous pourriez n'en avoir qu'un seul. Les tags servent à délimiter les différentes actions dans le timeline. Il vous suffit de sélectionner les frames qui font partie d'une même animation, puis de venir sous Tags et cliquer sur New Tag. Choisissez bien vos noms car vous devrez vous souvenir de quelle animation est sous quel tag au moment d'exporter vos animations. Donc appelons celle-là Walk. Ensuite, vous avez le numéro de la frame à partir de laquelle votre tag va commencer et celui à laquelle il va finir. Au cas où vous auriez manqué une frame ou sélectionné une frame de trop lorsque vous avez fait votre sélection ici, vous pouvez corriger cette valeur-là. Ici, vous pourrez régler la couleur de votre tag. Et ici, vous avez plusieurs options pour la direction de votre animation. Réglez ça comme il faut pour vous permettre de bien visualiser votre animation lors de la preview. Ensuite, appuyez sur OK et tada! Et si vous êtes allé trop vite au moment de la création de votre tag et que vous vouliez changer une valeur, vous pouvez réouvrir les propriétés du tag en cliquant dessus ou sous le menu Frame Tags Tag Properties. Dernière chose sur les tags, vous pouvez les supprimer via clic droit Delete Tag ou via le menu Frame Tags Delete Tag. La partie Jump To sous le menu Frame va venir répliquer toutes les options que nous avons ici pour naviguer notre animation. Vous pouvez aller sur la première frame, la frame précédente, la suivante ou la dernière de la timeline, ce qui est en fait ces 4 boutons-ci. Ensuite, juste ici, vous pouvez naviguer à la première ou à la dernière frame d'un tag en particulier. Et enfin, vous avez l'option Go to Frame avec Alt plus G qui, en gros, va vous servir si vous connaissez le numéro de la frame sur laquelle vous voulez aller. Il suffit de rentrer le numéro de la frame voulu juste ici et d'appuyer sur OK. Et enfin, dernière petite chose à voir, donc pour jouer votre animation, vous pouvez appuyer sur le bouton Play juste ici, la touche Enter sur le clavier, ou si vous aimez faire les choses de la manière longue, vous pouvez venir perdre 10 secondes et aller sous Frame Play Animation. Vous êtes toujours là? Ça va, pas trop mal au crâne? Nous y sommes presque, c'est promis. Maintenant que vous savez tout faire, dessiner et animer vos dessins, il faut que vous sachiez comment exporter votre œuvre comme il faut, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Je vais commencer en vous expliquant ce que sont des sprites et des sprite sheets. Pour ceux qui ne savent pas, en très simplifié, un sprite est un seul dessin qui va pouvoir représenter tout et n'importe quoi dans un jeu, que ce soit le décor ou, comme dans ce cas, des personnages. Pour économiser de la place, et aussi parce que c'est plus pratique de tous les avoir dans un seul et même endroit, il est courant de regrouper tous les sprites qui vont composer une animation ou les différentes parties d'un bâtiment ou d'un décor dans ce qui s'appelle un sprite sheet. En résumé, un sprite sheet est donc un document qui contient plusieurs sprites. Selon ce que vous allez faire après de votre animation, vous allez certainement vouloir l'exporter d'une manière différente, et ce qui est bien avec iSprite, c'est que le programme vous permet d'adapter l'exportation de votre document à vos besoins, quels qu'ils soient. Sous le menu File, vous trouverez les menus Export et
Export Sprite Sheet juste ici. Le menu Export sert lorsque l'on veut exporter un unique sprite, une animation en format GIF ou aussi une séquence d'images. Donc en d'autres termes, vous pouvez exporter chaque frame individuellement en format PNG. Et le menu Export Sprite Sheet va vous permettre d'avoir toutes les frames séparées dans un seul et même document dont l'aspect va varier selon les valeurs que vous allez entrer. Nous allons commencer par voir le menu Export et ensuite nous irons jeter un coup d'œil au menu Export Sprite Sheet. Donc tout d'abord, vous avez la première ligne Output File qui vous permet de nommer et de choisir la destination de votre sprite. C'est aussi ici que vous pouvez choisir l'extension de votre fichier. La bonne extension pour avoir une image ou une séquence d'images va être PNG, et si vous voulez une animation, dans ce cas-là, il va falloir choisir GIF. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir si vous voulez conserver la taille actuelle du sprite ou si vous voulez que le fichier exporté soit plus grand. Donc vous avez le choix d'aller jusqu'à 1000% ou même plus petit d'ailleurs, avec 25%. Vous pouvez ensuite choisir si vous voulez inclure tous les calques, un seul calque ou un groupe de calques avec ce menu déroulant. Donc si là j'avais créé un groupe, le groupe s'afficherait ici. Et ici, juste en dessous, vous allez pouvoir choisir si vous voulez inclure toutes les frames, seulement quelques frames sélectionnés, ou vous allez pouvoir choisir un des tags que vous aurez créé au préalable. Et enfin, dans ce dernier menu, vous devez choisir la direction de l'animation, donc ce qui est exactement la même chose que lorsque vous avez créé votre tag quelques minutes plus tôt. L'option Apply Pixel Ratio est seulement à cocher si vous avez créé un document avec une autre valeur que Square Pixels dans le Pixel Aspect Ratio qui se cache sous les options avancées. Et enfin, l'option Export for Twitter va réduire la durée de la dernière frame de votre animation afin qu'elle soit jouée correctement sur Twitter. Une fois que vous aurez réglé tout ça à votre convenance, il vous suffira de cliquer Export et votre nouveau fichier ou vos nouveaux fichiers vont aller apparaître dans la location que vous aurez choisie tout au début. Maintenant que nous avons vu tous les paramètres disponibles sous Export, jetons un petit coup d'œil à Export Sprite Sheet. Comme vous pouvez le voir, le menu Export Sprite Sheet est un poil plus long et compliqué que celui que nous venons tout juste de voir, et vous avez ici un aperçu de l'aspect qu'aura votre Sprite Sheet une fois que vous l'aurez exporté. Nous commençons par l'onglet Layout. Sous Layout, vous allez pouvoir tout d'abord sélectionner le type de sheet que vous voulez. La différence entre Horizontal et Vertical Strip et By Rows et By Columns, c'est que dans Horizontal et Vertical Strip, vous n'allez pas avoir d'option de constraints, tandis que si vous sélectionnez soit by row ou by columns, vous allez voir que vous avez la possibilité de définir un nombre de colonnes ou une largeur maximum du document. Enfin, l'option Pact ici vient automatiquement créer un sprite sheet qui va avoir les dimensions horizontales et verticales les plus petites possibles avec l'option Merge Duplicates cliquée par défaut. Ce que l'option Merge Duplicates va faire, c'est qu'elle va supprimer les sprites qui sont quasi identiques dans le sprite sheet. Et l'option Ignore Empty va supprimer les frames vides du sprite sheet s'il y en a. Enfin, sous Sprite, vous allez pouvoir choisir les calques et les frames qui vont apparaître dans votre animation. C'est classifié de la même façon que sous Export. Et en bonus, vous allez avoir la possibilité de séparer le document soit par calque, soit par tag. Sous Borders, vous allez avoir la possibilité d'insérer des espaces soit entre, soit autour de vos sprites. Avec Border Padding, c'est autour. Avec Spacing, ça va rajouter de l'espace entre vos cases. Et Inner Padding va venir rajouter de l'espace tout autour de vos sprites. L'option Trim Sprite va venir découper les pixels qui sont inutilisés tout autour des sprites de façon automatique. Notez que la même découpe est appliquée à toutes les cells du calque, tandis que Trim Cells va venir découper individuellement les espaces transparents autour de chaque sprite dans chaque cells. Pour chacune de ces options, vous avez la possibilité d'effectuer la découpe en suivant les valeurs que vous aurez entrées pour la grille. Et enfin, toute dernière option de cet onglet, Extrude, vient créer un cadre autour de chaque sprite de 1 pixel sur 1 pixel en venant copier la valeur du sprite qui se trouve au bord. Donc par exemple, comme vous le voyez ici, là nous avons du vert, donc cela réplique avec du vert, et ici cela va répliquer avec les différentes tonalités de vert très foncé ou très clair que nous avons juste là. Et enfin, sous Output, comme vous le voyez, nous avons deux options pour exporter notre fichier, mais nous n'allons nous intéresser que à Output File. Lorsque vous aurez cliqué dessus, vous verrez ce petit rectangle apparaître juste à côté, et lorsque vous aurez cliqué sur ce rectangle, vous allez voir la même fenêtre que nous avons vue précédemment avec le menu Export, qui vous permet de choisir et la location du file que vous allez exporter et son extension. Donc finissez de choisir tout ça, ensuite cliquez sur OK, et enfin vous pourrez cliquer sur Export pour obtenir un nouveau sprite sheet. Il est aussi important de savoir que vous pouvez importer des sprite sheets via le menu File, Import Sprite Sheet.
Une fois que vous êtes là-dedans, vous pouvez venir sélectionner votre fichier et ensuite les options ici vont vous aider à définir chaque case de votre sprite sheet. Mes animations sont exportées en ligne, donc je peux laisser by rows. Ensuite, comme vous le remarquez, ici j'ai appliqué un padding autour du sprite sheet. Dans les cases X et Y, je vais devoir du coup rentrer individuellement les valeurs de chaque bord du sprite sheet. Mes bords font bien 10 pixels par 10 pixels, donc je peux laisser cette valeur-là tranquille et passer à la suivante qui va être la taille des cases du sprite sheet. Et encore une fois, j'ai bien créé un document avec des cases de 16 par 16, donc je peux aussi laisser cette valeur tranquille. Cet exemple-ci ne contient pas de padding, donc je peux simplement laisser les options comme ça et cliquer sur Import. Et voilà. Chaque case du sprite sheet a été placée dans une frame différente. Par contre, vous remarquerez que les frames qui sont vides ont aussi été importés. Il va donc falloir venir les supprimer de façon individuelle en les sélectionnant et en appuyant sur Delete. Laissez-moi vous montrer un autre exemple, cette fois avec un autre document. Comme vous pouvez le voir dans ce sprite sheet, je n'ai pas d'espace autour des sprites, par contre j'en ai à l'intérieur entre les cases. Je peux laisser by rows parce que ça c'est toujours juste, et là laisser une valeur de 0 par 0 car le début du sprite est bien au bord du document. Mes cases font toujours 16 pixels sur 16 pixels, donc je peux aussi laisser cette valeur là intouchée. Par contre dans padding, je sais que j'ai rentré une valeur de 10 par 10 pour le padding lorsque j'ai créé mon sprite sheet, donc il me suffit de réentrer les valeurs 10 par 10 pour que, miracle, comme vous pouvez le voir, les espaces entre chaque sprite sont maintenant reconnus et lorsque j'appuie sur Import, vous pouvez voir que les cases ont été taillées au pixel près. Bien sûr, toujours malheureusement avec les frames qui étaient vides, donc il va encore falloir venir les supprimer. Et enfin, dernier exemple avec un dernier fichier. Donc comme vous pouvez le voir, ce fichier-là contient des espaces et autour et entre les sprites. Tout d'abord, donc je vais devoir venir modifier la position du bord du sprite sheet qui se trouve à une distance de 10 pixels par 10 pixels du bord. Et enfin, sous padding, je vais pouvoir venir rentrer ici les valeurs des espaces qui sont entre chaque case. Vous pouvez maintenant cliquer sur Import. Et encore une fois, comme vous pouvez le voir, votre sprite sheet a été importé avec une case par frame et découpé au pixel près. À savoir, pour gagner du temps, vous pouvez aller régler les extensions par défaut des fichiers que vous exportez sous Edit, Preferences, onglet Files, juste ici. Et voilà. Je vous félicite d'être arrivé jusque-là et de vous être accroché parce que nous avons vraiment appris énormément de choses ensemble. Donc vous pensez peut-être que je vais vous dire que c'est tout, que la vidéo s'arrête là? Eh ben non, j'ai encore quelques petits trucs à vous donner avant de vous laisser. Vous aurez peut-être remarqué que nous avons les options de sauvegarde automatique des documents juste en dessous par ici. Donc vous pouvez régler la fréquence des sauvegardes automatiques, combien de temps vous gardez vos données de backup sur le disque et combien de temps vous gardez les données du cache, comme l'historique par exemple. Et ensuite, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, pour venir récupérer un fichier après un crash, il suffit de venir cliquer dans Recover File sous Home. Dans Alerte, vous pouvez réactiver les fenêtres d'alerte que vous auriez désactivées par inadvertance. Sous Edita, vous pouvez venir modifier le comportement par défaut du clic droit juste ici. Donc comme je vous disais dans la vidéo précédente, par défaut, lorsque vous faites un clic droit, vous peignez avec la couleur d'arrière-plan, mais vous pouvez venir ici choisir autre chose. Sous Timeline, si vous êtes le genre de personne qui aime bien que l'animation se rembobine automatiquement lorsque vous l'arrêtez, vous pouvez venir activer cette fonction juste ici. Dans l'onglet Grid, vous avez accès à un duplicat des options de la grid, mais vous avez aussi accès aux options de la grille des pixels. Vous pouvez aussi décider si la grille des pixels et la grille vont s'afficher par défaut ou pas lorsque vous commencez un document. Enfin, nous passons directement dans l'onglet Extensions. J'ai complètement omis de vous montrer ça dans la première vidéo, mais si vous vouliez par exemple installer le pack de langue française, des nouvelles palettes, des thèmes, ou quoi que ce soit finalement, il suffit de cliquer ici sur Add Extensions, d'aller retrouver l'extension là où vous l'aurez téléchargé, ensuite cliquez sur OK et le programme s'occupera du reste. Enfin, les mots que vous attendiez depuis le début de cette vidéo sont là, nous avons fini. Maintenant, vous devriez pouvoir utiliser le programme Aesprite au maximum de son potentiel. Alors comme je vous l'ai dit au tout début, après ces 3 vidéos de type théorique, nous allons enfin passer un petit peu de pratique. Si vous vous y connaissez déjà en production de pixel art, il se peut que malheureusement ce soit la fin de la partie intéressante pour vous.
Enfin, sauf si vous voulez aussi me voir mettre tout ce que nous venons d'apprendre en pratique pour parfaire votre apprentissage du programme, ou par curiosité, ou pour me juger. Mais si vous êtes aussi débutant dans le dessin de sprite, dans ce cas, je vous donne rendez-vous à coup sûr la semaine prochaine, dimanche à 14h, pour la création d'un sprite. Bonne semaine et salut!